Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Le candidat du FPR Inkotanyi, Paul Kagame, a fait sa campagne électorale ce samedi en district de Nyamasheke. Sur place, il a été accueilli par une foule en lice et dans son adresse, le candidat Paul Kagame a remercié la population locale qui a su dire non aux ennemis du Rwanda, qui avait cherché donc en 2019 à perturber la paix et la quiétude de cette population. Suivons les détails. En arrivant à Nyamasheke, les candidats des FPR Inkotanyi a été accueilli par des milliers de partisans de sa formation politique, mais aussi par des Rwandais en nombre pour l'applaudir et écouter son message. Vu le développement atteint par Nyamasheke au cours des dernières années, les jeunes de cette partie de la République n'ont pas manqué d'applaudir leur champion, qui a été aux commandes des différentes initiatives ayant conduit au développement actuel. Arabié s'est intéressé à deux jeunes gens, entrepreneurs originaires de cette partie du pays, Senga Sandrine, 25 ans, et Christian Dayambagé, 27 ans. Les deux font partie des jeunes qui ont publiquement salué les opportunités leur offertes par les FPR et son président. Sandrine est une productrice de tomates qui est passée de 50 kilos de production à aujourd'hui 3 tonnes. Son rêve maintenant est de construire une usine de transformation des tomates pour produire de la sauce tomate et du ketchup. Dans un autre domaine, le président sortant candidat du FPR Inkotanyi, Paul Kagame, a remercié les habitants de Nyamasheke pour avoir su assurer sa propre sécurité en 2019 en dénonçant auprès des autorités les manœuvres des ennemis de la République venus du Congo voisin et qui avaient en ce moment traverser la frontière via Nyamasheke. Ces personnes mal intentionnées ont cherché à tromper la population en leur disant qu'il y a beaucoup de gens dans cette région, même à l'étranger, qui ne sont pas d'accord avec les FPR. Ces personnes ont indiqué être soutenues par des pays étrangers et qui pouvaient changer les choses au Rwanda. Le candidat du FPR Inkotanyi a appelé la population à privilégier avant tout leur appartenance à la nation rwandaise avant toute autre considération. Il a aussi ajouté que les Rwandais ont tous des droits, du moment qu'ils respectent les droits des autres, même ceux qui sont différents d'eux. Ce que nous mettons en avant, nous ne pouvons interdire à personne de choisir sa religion ou tout autre choix, car ils en ont le droit. Toutefois, la priorité pour nous, c'est d'être avant tout rwandais, avant toute autre considération. Ainsi, toute autre chose que tu fais, tu as pleinement le droit du moment que ce choix n'empiète pas le droit à la sécurité des autres, du moment que cela ne nuise pas aux autres qui sont différents de toi. Tout cela, nous faisons en sorte de les rassembler pour construire le Rwanda, les concepts même de la nation rwandaise. Paul Kagame a indiqué que d'autres gens veulent aussi perturber la paix des Rwandais et observent de près le pays. Il a rappelé à tous que le Rwanda se tient toujours prêt à toute éventualité et qu'il est prêt à défendre son petit territoire. Le candidat Paul Kagame a lancé un vibrant appel aux jeunes à être courageux, entreprenants, en privilégiant avant tout ce qui peut améliorer leur bien-être et celui du pays. On continue avec l'actualité pour parler du candidat à la présidentielle pour le compte du Parti des Verts, Green Party, qui faisait campagne ce vendredi dans les districts de Gisagara et Ruhango, dans son adresse devant les partisans. Ses partisans, donc le candidat Frank Habineza, a déclaré que son plaidoyer au sein de l'hémicycle avait permis de réduire l'impôt locatif sur le foncier et que si ces derniers lui faisaient confiance en élisant à la tête donc, du pays, il élaborerait donc cet impôt. Patrick Nidandi. En district de Gisagara, les candidats au poste de président de la République, pour le compte du Parti des Verts, Green Party, Frank Habineza et les candidats députés de cette formation politique ont choisi de faire campagne sur le site du secteur Moucha. Et en district de Ruhango, ils ont fait campagne au centre-ville de ce district. Les militants du Parti des Verts affirment que leur candidat, Frank Habineza, est un homme capable
et qui réalise toujours ses promesses parce qu'il veut le meilleur pour la population. Certaines femmes, membres de ce parti, se disent fières de leur pays et des progrès accomplis en termes de gouvernance. L'État rwandais a mis en avant la femme, car nous tous avons eu droit à l'instruction, à des études, comme nos frères. J'ai eu la chance d'obtenir ma licence en finance et j'ai plein de projets et je suis une femme capable. Dans notre formation politique, les femmes sont présentes et ont droit à la parole. Nos idées sont prises en compte par le parti. Nous comptons prendre en compte les idées de toutes les femmes, membres du parti ou pas, pour accélérer le développement du pays. Car lorsqu'une femme travaille, elle est faite pour son propre intérêt, celui de sa famille et du pays. S'adressant à ses sympathisants, le président du Parti des Verts, candidat à la magistrature suprême, Franck Habineza, leur a déclaré que le plaidoyer qu'il avait mené avait permis de faire passer l'impôt locatif sur le foncier de 300 francs le mètre carré à 80 francs. Il a fait la promesse que s'il est élu à la tête du pays, il abolirait tout simplement cet impôt. Je pensais que j'allais l'abolir, mais je n'ai pas pu, car je n'ai pas été élu président de la République. Quand je suis arrivé au Parlement, j'ai fait un plaidoyer pour sa réduction, et cela a été fait. J'ai élaboré le projet de loi pour la réduction de l'impôt locatif sur le foncier qui a été présenté à la plénière, et ce projet a été accepté par le ministère des Finances, et la loi a été votée. C'était mon idée. Elle a été acceptée. Maintenant, si vous me faites confiance, je vous promets d'abolir complètement cette loi. Je pense qu'il n'y a aucune raison de payer ces taxes, car cette terre nous a été léguée par nos ancêtres. Je suis quelqu'un qui dit toujours la vérité. Mon prénom Franck signifie quelqu'un qui dit toujours la vérité. Le candidat Franck Habineza a aussi indiqué que sa priorité est de s'assurer que tous les Rwandais mangent à leur faim et d'ajouter qu'il savait qu'il y a des gens qui dormaient les ventres vides ou bénéficiaient que d'un seul repas quotidien. Il a aussi déclaré qu'il fera son possible pour que les cultivateurs de riz dans cette région puissent trouver des marchés pour leur production. Le candidat indépendant Philippe Maïmana a poursuivi sa campagne pour les élections présidentielles et législatives de juillet prochain en district de Ruhango et Kamonyi. Je propose de suivre les détails. À Ruhango, les gens sont venus entendre les intentions et projets du candidat indépendant Philippe Maïmana. Ils chantent tous et dansent sur la musique que l'on entend dans les chansons de ce candidat indépendant. Il est revenu sur la manière dont il mettrait en œuvre tout ce qu'il a promis s'il était élu président de la République du Rwanda. Bimeze neza cyane kandi ko iyo ngingo twayitinzeho hano ndanashima n'abaturage ba Ruhango banyijeje ko. Tout se passe bien. On a pris soin de ce point et j'apprécie beaucoup les habitants de Ruhango qui ont promis de me soutenir pour tout mettre en exécution. Pour ceux qui ne vont pas voter pour moi, ils auront quand même considéré certains points qui font objet de ma campagne, de façon à ce que le gouvernement et le rôle de la population soient un ministère, afin qu'il n'y ait aucune autorité qui se sente supérieure à la population. Le reste était basé sur la religion, qui a une grande place dans cette partie du pays, comme les Rwandais respectent les heures de prière, qu'il en soit ainsi pour les autres programmes. Le candidat indépendant Philippe Maïmana affirme que ces changements permettront aux citoyens d'avoir son mot à dire dans la gouvernance du pays. Le candidat indépendant au poste de président de la République est actuellement en campagne à Kamonyi, s'exprimant à propos de l'accueil qui lui est réservé partout où il se rend. Lors de cette campagne électorale, le candidat indépendant Philippe Maïmana a apprécié les autorités locales pour l'organisation et tout ce qui va avec la campagne électorale pour les présidentielles de juillet 2024. La Commission nationale électorale NEC déclare que l'activité de campagne pour les élections présidentielles et de législatives du 14 et 16 juillet prochain de bon train, mais exhorte les candidats à davantage mettre en application les instructions qu'elle a émises. Je propose de suivre la vice-présidente de cette commission, Moalake Nicole.
La Commission nationale électorale continue de surveiller les activités de campagne des candidats aux élections présidentielles et parlementaires qui ont commencé le 22 juin 2024. En général, nous remercions les candidats au poste de président de la République et les candidats députés pour le bon déroulement des activités de campagne qui sont faites en toute quiétude et dans le respect des règles et règlements. La loi électorale définit bien les endroits où est interdit de faire la campagne, à savoir dans des hôpitaux, dans des marchés publics, les écoles, les églises et les tribunaux. Cependant, nous reconnaissons que certains districts disposent de peu d'espace pour accueillir des campagnes et que certains candidats souhaitent faire campagne dans des terrains situés dans des établissements scolaires. Par conséquent, nous tenons à préciser que les candidats sont autorisés à faire campagne dans ces terrains, mais seulement lorsque les élèves ne sont pas en cours. La Commission nationale électorale rappelle aux candidats et à leurs équipes de campagne qu'ils doivent continuer de respecter les règles. S'ils rencontrent des obstacles et s'ils souhaitent avoir plus d'informations, ils sont appelés à continuer de communiquer avec les autorités locales ou avec la Commission nationale électorale. La Commission rappelle également aux autorités locales de continuer à aider les candidats à trouver des sites de campagne afin d'éviter que plusieurs candidats ne se croisent au même endroit. Ceux qui participent aux activités de campagne sont encouragés à le faire sereinement, en évitant tout ce qui pourrait mettre leur vie en danger. Nous vous souhaitons de bonnes et équitables élections. Audience ce samedi à la primature, le Premier ministre du Rwanda, Dr Edouard Ngirente, a reçu son homologue centrafricain Félix Moloua à la tête d'une importante délégation. L'un des membres de la délégation centrafricaine a indiqué que cette visite vise à renforcer la coopération entre les deux pays, notamment dans les secteurs économiques et sécuritaires. Patrick Nilidandi pour les précisions. Le Premier ministre de la République centrafricaine, Félix Moloua, à la tête d'une importante délégation, se trouve en visite de travail au Rwanda. Ce groupe est composé des responsables gouvernementaux et d'investisseurs de son pays. Il s'agit d'une visite visant à améliorer les relations entre les deux pays et à accroître la coopération dans divers domaines entre le Rwanda et la République centrafricaine, notamment dans le domaine économique et de la sécurité. Et nous nous réjouissons de la volonté des deux parties. En écoutant le Premier ministre du Rwanda et le Premier ministre centrafricain, nous sommes rassurés. Nous sommes rassurés que ces deux pays sont sur la bonne voie et nous croyons que le modèle de la coopération entre nos deux pays, ce sera un exemple pour l'Afrique. Développer la coopération sud-sud, la fraternité, l'unité du peuple africain, et c'est le sens de cette mission que le Premier ministre centrafricain conduit. De son côté, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, s'est félicité de l'excellence de relations entre le Rwanda et la République centrafricaine et de la coopération qui continue de croître en produisant des résultats intéressants. Le Rwanda et la République centrafricaine ont toujours entretenu de bonnes relations, notamment dans le domaine de la sécurité. C'est pourquoi les deux parties souhaitent continuer à accroître leurs forces. Le Rwanda a depuis quelques années envoyé des troupes, soldats et policiers en Centrafrique, dans le cadre d'une mission de rétablissement de la paix et de la sécurité de l'ONU, ainsi que dans le cadre du programme d'accord entre le pays dans le domaine de la sécurité. Sur le plan économique, les deux parties ont ouvert leurs portes aux investisseurs souhaitant faire des affaires de deux côtés du pays. Les pêcheurs du lac Kivu se disent confiants de la décision prise de suspendre toutes les activités de pêche afin de permettre à la faune lacustre de se régénérer et d'augmenter ainsi la production de poissons. Les détails avec Patrick Nilidandi. Touissab et Île-de-France, ainsi que ses 71 collègues, ont depuis longtemps abandonné des activités de pêche illégales dans le lac Kivu. Ils disent qu'ils ont arrêté d'utiliser des pièges illégaux car ils ont été informés des conséquences négatives de cette activité. Ce qui m'a poussé à abandonner cette activité, c'est que nous étions constamment interpellés par la police. Quand j'étais arrêté par la police, mes filets étaient saisis et détruits.
Quand ces pièges sont détruits, c'est une énorme perte pour nous, car des fois, nous dépensons jusqu'à 200 000 francs rwandais pour l'acheter. Aujourd'hui, avec les filets autorisés, je suis en paix avec ma conscience et je profite de mon travail. Les autorités locales et les communautés locales mènent des campagnes contre la pêche illégale sur le lac Kivu depuis des années. Les chiffres de la branche de la police en charge de la sécurité maritime montrent que dans ce couloir de pêche reliant les eaux du lac Kivu entre les districts de Rubavu et Rutsiro, cette activité illicite a été réduite de 80%. Les pêcheurs locaux indiquent désormais avoir repris confiance car la production va augmenter. Même si les actions menées aussi bien en district de Rubavu et Rutsiro ont permis de réduire les activités des braconnage sur le Kivu, leurs collègues de Rusizi et Karongi avaient déjà pris un train d'avance. Cette affirmation est de l'Office rwandais en charge de la promotion de l'agriculture et de l'élevage. La directrice générale adjointe de cet office estime que si les activités de braconnage cessaient complètement, la production de lac Kivu pourrait augmenter de manière significative. S'ils arrêtaient complètement ces activités illégales, la production de poissons pourrait être multipliée par 20 ou 25. Certains braconniers tuent les frétins alors qu'ils sont encore très jeunes. Ou encore certains tuent alors qu'ils portent encore leurs œufs. Si ces activités illégales étaient interrompues, la production pourrait augmenter jusqu'à 1000 kilos. Les statistiques de l'Office rwandais pour la promotion de l'agriculture et de l'élevage montrent que dans la lutte contre les activités illégales des pêches sur le lac Kivu, au cours des 5 dernières années, 16 538 pièges et superfilets de pêche illégales ont été saisis. Entre 2022 et 2023, plus de 9 000 pièges ont été récupérés. Et entre 2023 et 2024, 1542 ont été saisis. Ce vendredi, au centre de santé Sainte Famille à Kigali, s'est tenue une célébration de la journée de sensibilisation autour de la situation de handicap pour les malentendants et malvoyants. C'est une opportunité de partager avec différents organes publics et privés les défis auxquels ces personnes font face. Suivons les détails. Cette journée permet de mettre à l'honneur l'handicap lié à la difficulté de voir et d'écouter et de trouver des solutions pour rendre la société plus inclusive et ouverte pour toutes les personnes en situation de ce handicap. Le Rwanda fait tout le possible dans tous les aspects de la vie. Irène Moïse, les chargés de l'éducation inclusive et spécialisée au REB, a donné comme exemple le contexte de la période actuelle de la campagne électorale au Rwanda. Le Conseil national électoral a pensé à cette catégorie de personnes parce qu'on a prévu leurs moyens d'élire dans le présidentiel ou les membres de députés, de parlementaires. Et je pense qu'il y a des écritures et des documents élaborés en braille. Vous connaissez la braille. Et c'est-à-dire que cette catégorie de personnes malvoyantes ou non-voyantes utilisent et nos attendants utilisent l'écriture formée en braille. C'est-à-dire que quand même nous connaissons bien que cet office électoral a prévu leur matériel nécessaire pour qu'ils doivent aussi participer dans les activités civiques et surtout dans les élections. Il a été souligné plusieurs défis qui nécessitent un plaidoyer particulier, notamment la communication, pour le cas des parents qui ne peuvent pas communiquer avec leurs enfants, et l'éducation des personnes qui ont ce handicap et leurs éducateurs. Les droits des personnes souffrant de ce trouble de vision et de l'audition ont véritablement évolué. L'objectif reste de rappeler les avancées, présenter les perspectives et donner la parole aux acteurs. Et à toutes ces personnes, au Rwanda, l'accent qui est mis sur l'inclusivité permet d'identifier le progrès et de planifier pour améliorer et accélérer ce qui reste à faire pour que les personnes en situation de handicap, les malentendants et malvoyants se développent personnellement et puissent contribuer au développement national. Au moment où le Rwanda se prépare pour les élections présidentielles et législatives, les observateurs estiment que le climat paisible qui caractérise les activités de campagne électorale au Rwanda devrait servir d'exemple à d'autres pays du continent africain. La suite est avec Jean-Damascène Manéchim.
La période électorale au Rwanda dans ces 30 dernières années a pris la physionomie d'une grande fête familiale. C'est ce que symbolisent des décorations assez particulières, aussi bien au bureau de vote comme sur tous les axes routiers. Damien Mouzoun, originaire du Bénin, qui a déjà vécu les élections présidentielles au Rwanda en 2017, affirme que la paix et la tranquillité du Rwanda avant, pendant et après les élections est un bon exemple assez particulier. Rwanda, étant africain et ayant aussi voyagé un peu le monde et voir comment ça se passe partout, aujourd'hui, même dans les pays insoupçonnés, la démocratie est en crise. On voit tellement de mouvements de violence et même des choses insoupçonnées dans des pays même qu'on ne pouvait pas imaginer. Alors, en 2017, j'étais ici pendant qu'il y avait eu les élections. Par exemple, vous voyez dans beaucoup de pays, pour faire les élections, il faut aller chercher la carte d'électeur. Pour prendre la carte d'électeur, c'est toute une procédure. Quand vous l'avez, finalement, on va vous classer dans un bureau de vote que vous devez aller pour chercher votre nom dans différents endroits. Et parfois, vous vous perdez, votre nom se retrouve au nord et quelque part. Avec votre téléphone mobile aujourd'hui, même le plus simple téléphone et votre carte d'identité, ce qui est d'ailleurs l'outil que vous utilisez pour voter, vous pouvez vous enregistrer et tout. Et quand vous voyez le climat, moi je crois qu'il y a quelque chose de particulier. On a l'impression que c'est la fête quand il y a les élections ici, ce qui n'est pas forcément le cas dans plusieurs endroits. Alors moi je me dis, si l'Afrique peut puiser de ses valeurs originales pour voir comment on peut faire que même si on doit copier l'Occident aujourd'hui, même si on doit suivre le pas, parce que la démocratie telle qu'elle est présentée aujourd'hui, c'est beaucoup plus dans le contexte de l'Occident. Si évidemment on peut avoir une condition de s'entendre sur qu'est-ce que nous voulons vraiment par rapport à notre continent. Et je crois que des fois, des querelles inutiles, des violences inutiles. Et ce qui, peut-être, moi, mon analyse de la chose, je me dis peut-être, par rapport même parfois à des voisins et à des pays lointains, quand vous voyez la violence qui accompagne post ou pré-électoral ou même pendant les élections, et je crois que peut-être, vu l'histoire du Rwanda, qui en a peut-être connu suffisamment de violence, je pense qu'aujourd'hui, ça se traduit. Les gens ne veulent plus aller derrière pour les questions de violence, ils veulent maintenant aller devant. Donc quand vous voyez l'atmosphère, vous vous promenez, vous voyez peut-être, on dit la période électorale, les gens ne peuvent même pas croire que nous on est en période électorale ici. Donc, pour l'écrivain français Daniel Escornet, cette réalité du Rwanda est liée au passé sombre qu'il a vécu, mais que la population rwandaise a décidé de transformer, animée par un esprit de résilience. Je pense qu'il faut au contraire que le Rwanda continue à montrer que ce génocide, la façon de surmonter ce génocide, c'est-à-dire toute la phase post-génocide, dont tout le monde dit que c'est un miracle, mais ce n'est pas un miracle, c'est le fait d'hommes et de femmes, c'est le fait d'une politique. C'est trop facile de dire c'est un miracle et de l'autre côté, il y aurait une main de fer qui ferait que ça ne tient pas la route. C'est évidemment une société avec sa culture entière qui parle à l'universel et qui parle à la communauté internationale. Je pense que c'est pas un modèle, le Rwanda, puisque c'est une situation très singulière, mais c'est un exemple. C'est un exemple. Et je pense que beaucoup de regards africains sont pointés sur le Rwanda de façon positive. C'est ça qu'oublie aussi la communauté occidentale. C'est que les Africains voient le Rwanda comme quelque chose de très positif. Et c'est peut-être cela qui perturbe beaucoup les acteurs. C'est que le Rwanda, encore une fois, ce n'est pas un modèle, mais c'est un exemple. Il n'y a pas de pays qui soit aussi paisible que le Rwanda, y compris à la veille d'une élection présidentielle. En Afrique, ça n'existe pas. Donc, tout cela fait réfléchir la communauté africaine, et je pense qu'elle doit faire réfléchir la communauté internationale. Si l'Afrique a pendant longtemps présenté une image négative dans la période décisive comme celle des élections, il y revient aux Africains eux-mêmes de donner une image différente sur base de la réalité africaine. Quand on veut aller loin, il faut peut-être aussi pas être fermé dans ce monde du 21e siècle, mais au même moment, nous devons prendre nos précautions pour quand même qu'on ne se laisse pas dessus. Les élections présidentielles et législatives combinées prévues au Rwanda le 15 juillet prochain
interviennent alors que le pays se félicite des multiples réalisations 30 ans après la libération du pays en juillet 1994. Lucas Cannot, expert dans la formation des jeunes en sport, estime que le Rwanda dispose de beaucoup de talents qui laissent planer l'espoir de l'avenir radieux du pays dans le sport. À partir du district de Nyamagabe, où il est installé, il compte former en football autant de jeunes possibles que se trouvent dans le pays. Et Kigali, c'est une magnifique ville. J'ai travaillé dans 4 continents, j'ai travaillé dans des centaines de villes. C'est une très magnifique ville. Mais Kigali n'est pas le pays. Le pays est grand. On a Niagatare, Kirehe, Nyamagabe, Rubavu. Là-bas aussi, on a le talent. Là-bas aussi, on a des smart boys et filles. Et c'est ça qui m'a fait venir ici et je ne vais plus retourner. La vision à long terme, le but est d'arriver à 5 000, 10 000 enfants. Et croyez-moi, ce n'est pas ça le grand challenge. On va pouvoir aider ce nombre d'enfants. Le grand challenge, c'est de trouver et de former des formateurs adéquats. C'est pour cela que je ne sais pas le faire en tant que CGS. Nous ne savons pas le faire en tant que CGS sans Ferwafa. On a eu une rencontre avec le président de Ferwafa. J'ai vu plusieurs fois déjà le secrétaire général. Et on va faire de sorte qu'il y a une très bonne entente. Il y a une très bonne entente. Il faut maintenant trouver quelque chose de pratique parce que je veux aider à former des jeunes locaux. Je veux que nos éducateurs, ce sont des Rwandais, des gens de chez nous ici. Et si vous m'avez bien entendu, je n'ai pas encore une fois dit coach parce que ce n'est pas des coachs. Pour être coach, ils sont un peu courts maintenant, mais il faut avoir des cheveux gris et avoir eu beaucoup d'années. On est des éducateurs. C'est plus important que coach. Parce qu'un coach, tu lui donnes un ballon, il regarde dans le miroir et il pense qu'il est Mourinho. C'est pas comme ça qu'il faut traiter les enfants. Il faut parler aux enfants dans le langage des enfants, parce que c'est ça qu'il va comprendre. C'est pour cela qu'on travaille selon les règles de FIFA et qu'on a des groupes d'âge. De 6 à 8, de 8 à 10, de 10 à 12, de 12 à 14. Et c'est seulement après 14 qu'on va aller jouer en 11 contre 11. On commence 2 contre 2, 3 contre 3, 5 contre 5, 8 contre 8, et puis on y va. Et si on fait ça comme ça, l'enfant crée des automatismes. Il apprend en jouant, en avoir du plaisir. Et ça, c'est très important. Voilà, c'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous de l'actualité de la télévision rwandaise. C'était avec Amandine Dikouma-Sabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.